à rien. On y va? On commence? Ok, c'est bon, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être dans cette session. Je ne suis pas à la première page, donc c'est juste horrible. Hop, 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 hop. Voilà, c'est bon, vous n'avez rien vu, on recommence. Voilà, bienvenue à tous. Donc on est là ensemble pour parler de l'IA sur Power. Et en particulier des travaux qu'IBM a fait et qui ont amené à un nouveau produit qui va être disponible, qui a été annoncé, qui va être disponible mi-décembre, qui s'appelle Spire. Mais avant de parler de Spire, je vais prendre un petit peu de recul et vous parler un peu du contexte économique et du contexte technique aussi de l'IA en général et où on en est, parce que c'est important pour vous, parce que c'est ce que vivent nos clients et c'est le contexte dans lequel on se positionne sur cette offre. Donc il fut un temps où il n'y avait pas de GPU dans le monde de l'IT, et l'IT à cette époque-là, elle ressemblait à ça. Donc je pense que pour un certain nombre d'entre vous, ça va rappeler des vieux souvenirs, moi aussi. Donc là, on faisait déjà de la ce qui ressemblait à de la 3D, mais qui en fait n'était que de la 2D parce qu'il n'y avait pas de GPU, et donc on calculait tout sur CPU. Et on avait, avec les CPU les plus performants de l'époque, des i386, i486, ce genre de jeu, avec ces Doom évidemment, vous l'avez reconnu, avec des gros sprites et puis des effets de perspective et des textures assez rudimentaires. Et ça tournait sur Power, c'est une question ? Il a joué à Doom sur Power. C'est pour ça qu'il est chef de mon chef. Vous voyez où ça mène de jouer à Doom sur Power ? Vous pouvez jouer dans votre browser d'ailleurs si ça vous amuse. Maintenant ça tourne dans un navigateur et il y a même des geeks qui s'amusent à faire tourner ça à peu près n'importe où sur les plus petits devices possibles, grâce à l'augmentation de performance qu'on a maintenant. Alors, en 1996, arrivaient des premiers GPU, et donc là, on s'est mis à avoir, toujours dans le monde du gaming, puisque ça ne servait qu'à ça au début, des jeux comme Quake, où vous étiez peut-être team Tomb Raider, Lara Croft, c'est un autre style, un peu plus soft. Et qu'est-ce qu'on voit là ? Eh bien, on voit qu'on a des ombres au-dessous des personnages, des ombres portées, et donc en termes de calcul, c'est beaucoup plus complexe, et on arrive à le faire parce qu'on a dédié du hardware pour faire ça. Donc ces hardware-là, c'était des GPU. Donc là, vous avez une vénérable 3DFX Voodoo Graphics, qui était un peu le Graal du GPU de l'époque. Et dans ces GPU-là, on faisait dans des unités de calcul individuelles tourner du code qu'on appelait des shaders, et qui traitaient des vecteurs, des matrices, des vecteurs pour les positions et les couleurs des objets dans le monde 3D, et des matrices pour projeter cette structure 3D sur la surface 2D de l'écran. Et vous voyez un peu les performances qu'on avait les capacités qu'on avait à l'époque. On tournait à 50 MHz, on avait 4 mégaoctets de RAM. Ça laisse à chaque fois songeur quand on se projette aussi loin en arrière. Donc là, on est en 1996. Et en 2003, premier papier de gens qui se sont dit on pourrait peut-être faire quelque chose d'un peu plus intelligent et plus utile que de jouer avec ces objets-là, parce que en fait les vecteurs et les matrices, c'est absolument vital dans un grand nombre d'applications scientifiques, parce que c'est les objets que manipule l'algèbre linéaire, et l'algèbre linéaire, on le retrouve à peu près partout. En mécanique quantique, en mécanique classique, en électromagnétisme. Si vous avez fait les équations de Maxwell, vous avez des vecteurs et des opérateurs vectoriels. En sciences des matériaux, pour les déformations, etc. Donc, si on arrive à accélérer le calcul scientifique, qui jusque-là se faisait que sur le CPU, grâce à ces GPU, eh ben, on va avoir un boost de performance énorme. Et donc ça, c'est un papier qui date de 2003, c'est vraiment le premier papier. Alors ils ont utilisé du GPU en fait pour les équations de Navier-Stokes, qui sont les équations de mécanique des fluides, et pour arriver à simuler des reflets dans l'eau avec un rendu en temps réel qui soit réaliste. Et il se trouve qu'en intelligence artificielle, c'est la même chose, c'est-à-dire que les vecteurs, les matrices, les tenseurs sont les objets qu'on utilise dans les algorithmes d'IA. Donc les images, c'est des tenseurs. Les tokens d'un texte, c'est-à-dire les bouts de mots que vous faites ingérer à une IA pour pouvoir les traiter, eh ben c'est des vecteurs. Alors des vecteurs avec des dimensions très, très, très hautes, très élevées,
mais c'est traité sous forme de vecteurs. Les réseaux de neurones de deep learning, eh bien, en fait, chaque couche du réseau de neurones, c'est une matrice, et les influx qui arrivent dans, je parle d'influx parce qu'on parle de neurones, qui arrivent dans chaque couche et qui vont activer ou pas les neurones, ce sont des vecteurs. De la même manière, dans les LLM, donc la toute dernière évolution de l'IA pour le traitement du langage, les mécanismes d'attention, c'est-à-dire la capacité pour une IA de prendre en compte le contexte et pas seulement les mots de manière unitaire, c'est codé aussi sous forme de matrice. Donc c'est pour ça que les GPU sont absolument vitaux pour avoir de la performance sur les sujets d'IA. Alors, vous avez vu qu'il y avait NVIDIA dans la liste, les NVIDIA NV1. Voilà, on était quelque part là-bas. Il ne s'est pas passé grand-chose pendant longtemps. Et puis maintenant, voilà, on est, quand on compare la valeur du stock à 2012, on est à plus 65 000%. Donc, j'espère que vous en aviez acheté. C'est le résultat, en fait, de cette capacité, cette nécessité à avoir des GPU dans le monde de l'IA. Après, on peut toujours discuter de savoir si ça, c'est une bulle ou pas. Mais on fait de la technique, on ne fait pas de la finance. Donc j'avance. NVIDIA écrase littéralement le marché du GPU. Les chiffres d'affaires sont colossaux. L'essentiel de son revenu, c'est les data centers. 90% de son revenu est dans le data center. En 2025, c'est encore mieux. La conséquence pour nos clients, c'est de ce quasi-monopole sur le marché, c'est une hausse des prix. Les prix atteignent des niveaux astronomiques, des ruptures de stock fréquentes, des pénuries, des difficultés à s'approvisionner, et puis aussi un risque de ralentissement de l'innovation. Parce que quand on a le monopole, pourquoi on investirait beaucoup dans l'innovation? Pourquoi on serait vraiment à l'écoute des clients? Pourquoi on prendrait on essaierait de réfléchir un peu en prenant du recul et en se différenciant de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant? On a tendance à rester dans le mainstream et en fait à dicter les évolutions. Et c'est un peu ce qui se passe actuellement. Alors après, je parlerai plus de NVIDIA, c'est promis. Je sais qu'au début, je me suis aussi posé la question, est-ce que je parle pas un petit peu trop de NVIDIA? Mais c'est important, puisqu'ils ont 90% du marché. J'ai fait une IA a fait pour moi un petit tableau récapitulatif de la gamme. Prudence, parfois il y a des erreurs, je ne les ai pas toutes débusquées, mais il y a des petites hallucinations par-ci par-là. Mais globalement, ce qui est important pour aujourd'hui, c'est de voir que en fait, NVIDIA met dans ses GPU des unités de calcul qui s'appellent des CUDA-Core et qui sont des unités pour faire du calcul scientifique. Et on va utiliser la librairie CUDA pour aller les utiliser. Et puis aussi des Tensor Core, qui eux sont des cœurs qui sont vraiment dédiés à l'inférence. Et quand on voit ce tableau, on voit que NVIDIA finalement ne prend pas complètement parti dans sa gamme. C'est-à-dire qu'il veut toujours avoir des CUDA Core, des Tensor Core. Quand vous prenez par exemple cette carte-là, une L40S, quand vous allez voir chez NVIDIA, ils vous disent que oui, on peut faire du calcul scientifique, on peut faire de l'inférence, on a boosté un peu l'inférence, mais on peut aussi faire de l'affichage graphique. Donc vous voyez, ils essayent un peu d'équilibrer un peu leurs usages. Autre point, il y a des cartes qui consomment peu, mais en fait il y en a très peu qui consomment peu, et quand vous regardez les consommations électriques, elles sont quand même assez importantes, voire même assez faramineuses. Vous avez 1 kW juste pour la dernière carte Blackwell qui est sortie, et qui vaut 50 000 $ prix public. Je ne sais pas combien ils font des remises, mais quand on a le monopole, je ne suis pas sûr qu'on ait envie de faire des grosses remises. Il n'y a pas de raison, puisqu'on est les seuls à fabriquer ce que tout le monde veut. Et en fait, les cartes, on les mesure leur performance en teraflops, donc des 1000 milliards d'opérations en floating point units. Et vous pouvez comme ça comparer les performances. Alors c'est vraiment de la performance brute d'exécution. Après, suivant le benchmark, évidemment, suivant ce que vous faites avec, il y a un certain nombre de variations. Mais ça, voilà, c'est un peu le référentiel dans lequel nos clients vivent et sont confrontés quand ils veulent faire de l'IA. Alors, il y a d'autres gens qui essayent de faire des choses. Force pas les sourcils comme ça, Laurent, tu m'inquiètes. Notamment Google, qui a sorti non pas un GPU, mais ce qu'il appelle un TPU.
Et c'est en fait un ASIC, c'est pas un GPU, parce que c'est uniquement consacré à faire notamment du TensorFlow, assez mal du PyTorch, et c'est disponible uniquement dans le cloud Google, et c'est aussi intimement lié au stack logiciel Google. Donc c'est une solution alternative qui est disponible sur le marché. Alors là, on a parlé que de ça. On n'est que là, dans toute cette pile-là. Et toute cette pile-là, on en a besoin pour faire de l'IA. C'est-à-dire que c'est du hardware, un GPU, vous savez que si vous voulez l'utiliser, il vous faut un driver, même si vous êtes un gamer. Et si vous êtes quelqu'un qui fait du calcul scientifique, eh ben, il va vous falloir des librairies pour aller avoir du code logiciel qui va être capable de mettre en œuvre les unités de calcul à l'intérieur, de créer des kernels qui vont aller se placer sur les unités de calcul et travailler en parallèle. Vous allez avoir besoin de management et d'orchestration, parce que souvent vous allez avoir des centaines d'unités de calcul et puis des dizaines, voire plus de GPU dans votre data center. Vous allez avoir besoin d'un software development kit, vous allez avoir besoin de choisir des modèles, vous allez avoir besoin de trouver éventuellement des services, des microservices qui vont appeler ces modèles. Et ensuite de vous intégrer à votre écosystème existant, et puis de gérer le cycle de vie de tout ça. Donc faire de l'IA, c'est extrêmement complexe. Ça, c'est la dernière slide avec NVIDIA. On peut se dire, eh ben, si c'est trop compliqué chez NVIDIA, on va aller chercher ailleurs. Eh ben, si on cherche ailleurs, on peut aller chercher dans l'open source, et on trouve pléthore de stacks que des gens vont vous proposer avec des dizaines d'applications. J'en connais à peu près 1 sur 10. On n'est pas du tout dans le mode LAMP pour ceux qui ont fait du site web avec du PHP, du MariaDB et du serveur Apache, quoi. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a énormément de briques et en plus ça bouge tout le temps. C'est-à-dire que tous les 6 mois, il y a une nouveauté qui sort et qui va vous dire que c'est beaucoup mieux que ce qu'on faisait avant et que vous pouvez quasiment tout jeter à la poubelle et vous mettre dans un nouveau framework et utiliser des nouveaux composants parce qu'il y a plus de perf, il y a plus de fonctionnalités. Et donc c'est extrêmement complexe. Et des comme ça, il y en a autant que vous voulez, quoi. C'est juste incroyable. Et alors on retrouve quand même de temps en temps des gens comme Hugging Face, et je suis content de le citer parce qu'on a IBM un partenariat avec eux en tant que bibliothèque de modèles d'IA. Mais sinon, ça change tout le temps. Voilà, en voilà encore un autre, avec toujours Hugging Face. Mais voilà, c'est très très compliqué. Donc le résultat, c'est le suivant, c'est que en fait, beaucoup d'entreprises essayent de faire de l'IA, notamment de l'IA générative, mais que finalement, très peu d'entre elles arrivent à passer en production. Alors, les challenges, ils sont de 3 types dans les études qu'on a pu faire pour essayer d'identifier ces challenges pour aider nos clients. Les premiers, c'est des challenges autour de la donnée, autour de la confidentialité, la sécurité des données. Ensuite, au niveau des compétences, je pense que c'est clair par rapport à ce que j'ai dit jusque-là. Et pour terminer, la complexité. Là aussi, je l'ai déjà illustré. Donc la confidentialité, d'abord, on a un problème de transparence et de confiance sur les données. C'est-à-dire, est-ce que les données qu'on utilise, elles sont propres, nettoyées ? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ces données-là ? On a en Europe notamment beaucoup de problèmes de sécurité des données. Est-ce que j'ai le droit de les confier à un tiers? Est-ce que j'ai le droit de les mettre dans un cloud? Si je les mets dans un cloud, il est où ce cloud? Est-ce qu'il est en France? Est-ce qu'il est en Europe? Est-ce qu'il est aux États-Unis? Et autour de ça, on a un grand nombre de réglementations à respecter qui sont de plus en plus contraignantes. Donc le résultat, c'est que la plupart des projets IA, eh bien, ils tournent là où sont les données. Et finalement, il y en a très peu qui tournent dans le cloud. On va aller appeler des API dans le cloud en fournissant des bouts de données, mais finalement, c'est très rarement l'ensemble du projet qui est avec les données dans le cloud. Ensuite, en termes de compétences, eh bien là, c'est un tiers des projets est plus ou moins bloqué par des problèmes de compétences, des problèmes autour de la sécurité des données, comme je l'ai évoqué, des problèmes simplement autour de la technologie, quel modèle choisir, quel framework choisir, comment créer une chaîne de fonctions qui va arriver à un bon résultat, et puis toujours la pénurie de data scientists.
Donc on peut, après les entreprises sont obligées de faire preuve d'agilité, de sous-traiter, de s'associer pour arriver à obtenir des IA génératives qui fonctionnent en production. Et en termes de complexité, bon, bah, vous l'avez compris, je l'ai bien illustré. Alors il y a une double complexité. C'est difficile à faire fonctionner sur un coin de table. Après, vous avez des projets comme Ollama, par exemple, qui vous permet de faire tourner facilement un large language model sur votre laptop. Mais quand il s'agit de passer en production et de distribuer ça à l'échelle d'une entreprise, et donc faire un réel passage à l'échelle, c'est vraiment très compliqué. C'est compliqué pour s'interfacer avec l'IT de l'entreprise et puis aussi pour avoir une infrastructure scalable. Ce que vous faites sur votre laptop, vous le faites tout seul. Quand vous avez 200, 300 requêtes par heure, ça va plus fonctionner de la même façon. Donc là, pareil, partenariat, connexion entre les équipes métiers, montée en compétences de développement, mais c'est difficile. Donc si vos données sont sur une infrastructure Power, vous pourriez envisager connecter votre Power à une infrastructure spécialisée pour faire de l'IA, mais vous allez devoir résoudre ces problèmes-là, résoudre les problématiques de réseau, résoudre les problématiques de déploiement de la solution IA, vous intégrer avec l'entreprise et puis protéger vos données avec des skills bien particulières à chaque niveau. Donc notre proposition et notre offre autour de l'offre IA sur Power qu'on est en train de mettre en place, c'est de tout intégrer dans l'infrastructure Power et de faire de la data gravity à son maximum, c'est-à-dire de placer l'IA au plus près des données. Et c'est Spire qui va être le hardware qui va permettre de faire ça. Mais Spire n'est pas que du hardware. Et s'il y a une chose que vous devez retenir de cette session, c'est bien ça. C'est que oui, c'est du hardware IBM, mais ça n'est pas que ça. Alors, on va faire un petit peu de technique, très légèrement, parce que c'est important dans le monde de l'IA, c'est même absolument vital, et c'est aussi ce qui a été le cœur du développement de Spire, c'est les formats de données. Quand vous faites de l'informatique, évidemment, les données, vous devez les nombres, vous devez les coder. Et suivant le format de codage que vous utilisez, vous obtenez des plages de nombres qui sont variables. Si vous codez sur 64 bits, vous trouvez des tailles de nombres qui sont absolument gigantesques et qui va vous permettre de faire du calcul de très haute précision, qui va s'adresser à ce milieu-là. Et puis après, si vous diminuez la taille des séquences de bits qui vont coder les nombres, vous allez réduire petit à petit la plage disponible. Donc vous voyez, quand vous êtes en floating point 16, vous allez avoir 65 504 valeurs possibles. Et comme ça, vous arrivez à réduire la taille de vos données. Et ça va être vraiment important dans le monde de l'IA, parce qu'il y a une opération qui s'appelle la quantification des modèles, et qui a fait l'objet de nombreuses études, parce que l'IA, c'est finalement que du calcul massif. Et donc, pour améliorer les performances des solutions d'IA, on s'est dit, est-ce qu'on peut réduire la taille des nombres et pourtant maintenir un niveau de qualité de réponse correct. Et notamment chez IBM, on a beaucoup travaillé là-dessus à Yorktown, dans notre centre de recherche de Yorktown, et on a descendu de manière assez agressive la taille des modèles en les codant sur 8 bits, voire 4 bits, voire même encore moins. Et avec des méthodes, évidemment, parce qu'on ne fait pas ça n'importe comment, avec des méthodes mathématiques optimisées, ça va permettre de maintenir une performance correcte des modèles, performance en termes de qualité de réponse, tout en ayant une inférence beaucoup plus rapide, en exploitant mieux le hardware, parce que si vos nombres sont 2 fois plus petits, vous pouvez en mettre 2 fois plus sur le même hardware. Et donc en augmentant l'efficacité énergétique, vous avez vu combien ça consomme des cartes accélératrices d'IA. Et aussi compatibilité élargie. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? Oui, ça va vous permettre de faire tourner des modèles sur un plus grand nombre de matériel possible. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin d'avoir un supercalculateur pour faire tourner votre modèle. Vous pourrez le faire tourner éventuellement sur un laptop, le faire tourner en Edge sur des petites cartes dédiées à ça, voire même dans des téléphones.
Alors c'est bien de faire des maths et de publier des papiers. Maintenant, il y a un moment où il faut passer dans le silicium. Et IBM a créé en février 2019 un AI Hardware Center à l'université d'Albany, dans lequel on s'est associé avec Samsung, parce que c'est Samsung qui fait la fonderie pour IBM sur le mainframe et sur le power. Donc pour avoir accès au silicium dans des règles de gravure les plus avancées. Avec Synopsys, qui est une entreprise qui fait de l'EDA, de l'Electronic Design Automation. C'est les gens qui font les logiciels qui permettent de concevoir les circuits intégrés. Et Applied Materials et Tokyo Electron Limited, ce sont ceux qui font les machines. Alors je ne sais pas si on n'en voit pas vraiment une là, mais il doit y en avoir une pas loin. Ça, c'est une salle blanche dans laquelle on pousse des wafers. Les tranches de silicium sont dans les boîtes là. Et dans lesquelles on fabrique vraiment les circuits. Donc c'est dans ce centre-là qu'on a développé, ça c'est le Telum. Ici vous avez North Pole. Et donc c'est les deux autres hardware qui font partie de la famille des AIU, des Artificial Intelligence Unit, qu'IBM a développé pour apporter une réponse, faire un pas de côté, sortir du modèle NVIDIA only du hardware pour l'intelligence artificielle et apporter des réponses novatrices et qu'on va pouvoir mettre en production chez les clients. Donc ça, c'est le Spire. Vous voyez, je vous ai pas menti parce que là, c'est marqué... on n'arrive pas à lire. IBM Research... non, on n'arrive pas à lire. Si, Albany, ici, vous voyez. Donc ça, c'est la carte. Donc c'est une petite carte, hein, elle est grande comme ça. Dedans, donc c'est un ASIC dédié à l'inférence. Un ASIC, c'est un circuit intégré spécifique à une application qui a été développée par IBM. On fait plus de 300 téraopérations par seconde. Donc on est quand même plutôt bien placé face à des cartes NVIDIA. On ne consomme que 75 watts. Donc vous voyez que la consommation est faible. On a 32 cœurs en 5 nanomètres, donc vraiment les dernières générations de gravure. Et on a une quantité de mémoire vraiment importante par rapport à la taille de la carte et à ses capacités. Ces cartes-là sont disponibles en cluster de 8 cartes, donc dans un tiroir. Et le firmware qui va aller piloter ces cartes va permettre d'avoir une vision unifiée de ces 8 cartes comme un seul composant avec 1 Tera de mémoire et 1 Tera 6 de bande passante mémoire. Donc vraiment une grosse capacité qu'on va pouvoir fractionner, qu'on va pouvoir consommer de différentes manières en mettant des petits modèles, des gros modèles en fonction des besoins. Mais encore une fois, ça n'aurait pas de sens de seulement délivrer ça aux clients et de leur donner le driver et de leur dire bon, maintenant débrouillez-vous. Parce que tous les problèmes qu'ils ont, ils les retrouveraient de la même manière. Donc ce qu'on veut vraiment faire, c'est de faire une infrastructure accélératrice, mais aussi de leur fournir la plateforme au-dessus et même de leur fournir le catalogue des services préconstruits, préassemblés et déployables en un seul clic. Et pas forcément dans un cluster OpenShift. Et je pense que ça fera plaisir à un certain nombre. Que vous dire d'autre ici non, c'est bon, j'ai tout dit. Et en termes de sécurité, eh bien, on va pouvoir faire du on-prem au plus près de la machine, voire même dans la même machine. Donc on va pouvoir être dans des modes air-gapped, complètement coupés de l'extérieur. Nos données sont sécurisées, c'est les données les plus fraîches possibles, puisqu'elles viennent du serveur Power sur lequel elles sont hébergées. On va pouvoir aussi fournir à nos clients du support, c'est-à-dire que si le client a un problème, eh bien, il va pouvoir ouvrir un incident, que ce soit sur la couche logicielle ou la couche matérielle. Il a un seul interlocuteur. Rappelez-vous du stack avec des dizaines de composants dans tous les sens. Le jour où ça vous pète à la figure, c'est clair que vous ne trouverez personne pour vous aider. Et en termes de sécurité, on peut même faire cohabiter ça dans le même serveur physique avec les workloads traditionnels, on va dire. Et ça va vous permettre d'avoir un réseau haut débit et complètement sécurisé. Donc, comme je vous le disais, voilà, vous allez pouvoir ouvrir, donc ça c'est vraiment une capture d'écran du support IBM, vous allez pouvoir ouvrir un incident software pour Spire for Power.
Et vous allez pouvoir ouvrir un incident hardware. Je me demande s'ils n'ont pas inversé le hardware et le software d'ailleurs dans cette slide. C'est pas la mienne. Mais Spire Enablement Stack for Power, ça sonne un peu plus le software. Mais bon, peu importe. Et donc, quand vous allez ouvrir le configurateur IBM et préparer une configuration avec du Spire, et bien vous allez avoir du hardware ici. Alors du hardware serveur, hein, Power 11. Vous allez avoir le tiroir d'IO. Vous allez avoir les Spire. Et puis aussi, vous allez prendre ça. Du Spire Enablement Stack, dans lequel vous allez avoir notamment le driver, les runtime, le firmware, etc. Les futures updates. L'operating system que vous n'êtes pas obligé de prendre si vous l'achetez par ailleurs, mais ça n'est prévu de fonctionner que sur du Red Hat. Vous allez avoir du Red Hat AI Inference Server, donc ça c'est la version Red Hat d'une technologie qui s'appelle VLLM. VLLM, c'est une technologie qui permet d'optimiser le fonctionnement des LLM. Quand vous voulez faire tourner plusieurs LLM ou servir plusieurs utilisateurs avec un même LLM et de maintenir ce qu'on appelle le contexte, c'est-à-dire le fait que le modèle a conscience du texte qui entoure votre requête ou du contexte dans lequel vous faites votre requête. Donc ça, c'est vraiment important. Mais la bonne nouvelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas besoin de sortir un cluster OpenShift pour faire tourner tout ça. Ça va arriver hein, à travers Red Hat OpenShift AI. Ça aura son intérêt aussi, parce que vous allez pouvoir connecter tout ça à des services qui vont tourner dans l'écosystème IBM et Red Hat OpenShift, mais ce n'est pas indispensable. Pour terminer, je vais vous parler un petit peu de la toute dernière couche ici, qui est le modèle de catalogue et le modèle de service. Je ne vous ai pas proposé de poser des questions, mais évidemment, vous pouvez. Alors, l'idée, c'est de fournir une solution vraiment clé en main. Donc, pour ça, on a besoin d'identifier un certain nombre de use cases, et ensuite de développer tout ce qu'il faut pour que ces use cases fonctionnent. Donc c'est une tâche qui prend du temps. On a commencé à la faire. On va au fil du temps et au fil des trimestres proposer de plus en plus de use cases. On est à l'écoute du retour de nos clients et de nos partenaires qui vont pouvoir nous dire ce use case là il est prioritaire, j'en ai besoin pour un client, celui-ci par exemple, on veut faire de l'OCR, de la reconnaissance de caractère. Est-ce que vous le faites en français? Quand est-ce que vous l'aurez en français? Voilà. Donc on est vraiment à l'écoute et c'est un développement qui se veut en partenariat et à l'écoute de nos clients. Donc en fonction des industries, vous allez avoir dans la première release basé sur des modèles IBM, mais pas que, parce que vous voyez qu'il y a du modèle de chez Meta ici, il y a du Mistral qui est disponible, mais vraiment, ce qu'on a vraiment travaillé, c'est deux sujets qui sont le RAG, Retrieval Augmented Generative Generation, et Entity Extraction, c'est la capacité à travers de recevoir des formulaires et d'en extraire les informations pertinentes pour ensuite les processer et les envoyer dans votre système IT. Donc grâce à ça, on a des use cases d'order processing, c'est-à-dire que comment on reçoit une commande et comment on la traite. Tagage de documents, c'est-à-dire rajouter sur un document des métadonnées qui vont permettre d'enrichir la qualité et l'intérêt du document dans votre base de documents. Et le Knowledge Assistant, c'est à travers le RAG la possibilité de fournir un corpus de données à l'IA, et l'IA va aller exploiter ce corpus de données pour répondre à des questions. Et l'intérêt du RAG, en fait, c'est de pouvoir focaliser le scope, le périmètre de compétences de l'IA à vos données, aux données du client, et pas prendre un chat GPT qui a été éduqué sur Wikipédia et que sais-je encore, et qui est extrêmement généraliste, mais pas assez spécialisé et qui ne peut pas connaître tout ce qui se passe à l'intérieur des entreprises.
On peut se demander si on aura la possibilité de, je ne sais pas si vous posiez la question, mais est-ce qu'on pourra faire tourner n'importe quel modèle sur Spire? Dans un premier temps, ce n'est pas la stratégie. La stratégie, c'est vraiment de fournir des use cases. Et nous, de notre côté, c'est le travail d'IBM de choisir les bons modèles et d'optimiser chacun des modèles et l'orchestration entre les différents modèles pour qu'ils travaillent bien ensemble pour arriver à fournir le service de meilleure qualité. Donc là, ça c'est une sorte de roadmap, mais sans les dates, hein, de ce qu'on prévoit de faire. Donc vous voyez qu'on a ici on retrouve du Code Assistant par exemple. J'en ai pas entendu parler pour l'instant. Avec l'histoire de Bob, je sais pas trop ce qu'on va faire et où on va aller. Je pense que c'est pas forcément les priorités. Les priorités, c'est vraiment data et content management, oui, document tagging, numérisation, transcription, order processing. Et puis après, on va avoir des spécifiques par industrie, notamment dans la finance. Hein, énormément de power tourne dans les banques. Donc, si les données sont sur le Power, on peut aller imaginer faire de la détection de fraude. Alors vous allez me dire, oui, mais attendez, ça c'est le mainframe. Le Spire, ça existe sur le mainframe. La réponse, elle est simple, hein, c'est Data Gravity. Où est la donnée? Et là où est la donnée, on va mettre du Spire et on va mettre des solutions pour traiter cette donnée au plus près, pour que ce soit les données les plus fraîches, avec les temps de réponse les meilleurs. Et voilà, la réponse, elle est pas plus compliquée que ça. On a aussi des partenariats qui sont en train de se développer avec un certain nombre d'éditeurs ou des partenaires pour travailler sur des solutions autour de chacun des use cases. Donc là, pareil, on a par exemple, on peut parler par exemple de Scala, non de celui-ci. C'est de l'order processing et c'est voilà, cette capacité à faciliter le travail des personnes qui prennent les commandes, mais en leur pré-mâchant en fait le travail. La personne n'a plus qu'à vérifier, parce qu'encore une fois, les hallucinations arrivent vite, et donc pour que les traitements des commandes se fassent de plus en plus rapidement. Voilà, ici, voilà, j'ai le GA1 scope, donc la GA1, c'est décembre. Alors, si on veut voir un petit peu ce qu'il y a dedans de manière un peu plus en détail, à quoi ça ressemble, on va conseiller différentes tailles de t-shirts. C'est assez fréquent dans nos produits. Un starter pack, on va dire, va être une instance. Je vous ai dit, c'est de la LPAR, c'est de la VM. Hein. Dedans, ça va être des containers avec 8 cartes Spire, 12 cœurs. Alors c'est important que les cœurs soient proches les uns des autres. Il ne faut pas que ce soit éclaté sur plusieurs chip modules pour des problèmes de performance de cache notamment, et avec des tailles mémoire et du stockage recommandé. Et puis après, quand on va passer à des tailles de plus en plus grandes, eh ben on va augmenter un peu les capacités, notamment en CPU. Ça c'est un peu la même chose pour le process intégration, mais je vais passer. Alors une des autres forces, c'est qu'en fait la couche qui se trouve ici, la couche de service, en fait, elle respecte une API OpenAI, ce qui veut dire que à partir du moment où l'API est respectée, on va pouvoir aller faire tourner les services à différents endroits. On va pouvoir les faire tourner sur de l'inférence serveur, plus tard sur de l'OpenShift AI si on veut, et on n'aura pas besoin de changer cette couche-là. Voire même, on peut commencer à tester ces services-là avec du Watsonix AI avant même d'avoir le Spire. Il y a une chose que je voulais dire et que j'ai perdu, je ne sais plus où je l'ai mise, c'est que en fait tous ces services-là, voilà, je l'ai mis là. Tous ces services-là, ça aussi c'est important pour la transparence, c'est que ce sont des containers qui vont donc tourner dans la VM Open Red Hat
et qui sont open source et qui sont dans la registrie des containers disponibles dans le cloud IBM. Donc un client peut complètement aller voir ce qui se passe, voir comment c'est construit, éventuellement se l'approprier, le modifier, le tuner, s'il s'en sent capable et qu'il voit des améliorations à faire. Alors, j'ai pas de chart sur la performance. C'est vrai que sur la plateforme Power, c'est une plateforme liée à la performance, évidemment. J'en ai pas parce que c'est encore actuellement en discussion. Et le formalisme et les résultats ne sont pas encore officiels et tamponnés, donc je ne peux pas vous les montrer. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des performances par watt en termes d'inférence qui sont entre 4 et 6 fois supérieures à ce que nos clients peuvent faire avec du NVIDIA. Donc en termes de perf par watt, vous avez vu, en fait, ça découle du ratio de nombre d'opérations par seconde et de la consommation des cartes. On est extrêmement bien placé. Et de la même manière, d'un point de vue financier, on est aussi très bien placé. Donc ça va venir, c'est pas encore disponible ces chiffres-là. J'imagine qu'à la GA on les aura, ça paraîtrait légitime, mais les labs sont encore en train de faire des tests. Mais soyez rassurés, de ce côté-là, on n'a pas d'angoisse à avoir et pas d'inquiétude à avoir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Hop. Voilà, donc voilà, ce que vous devez vraiment retenir sur cette offre, c'est que Spire n'est pas un GPU et Spire n'est pas que du hardware. Donc Spire, c'est vraiment vendu comme une offre intégrée parce qu'on est convaincu que c'est là qu'on va avoir un ROI rapide, c'est là qu'on va avoir un différenciant par rapport à ce que le marché est capable d'offrir. Donc c'est du matériel et du logiciel qui sont vendus ensemble. C'est hautement efficace avec un vrai ROI. C'est directement prévu pour faire de la production. Les solutions d'IA, c'est nous qui allons les proposer aux clients et en fonction aussi du retour qu'on a de leur part et des besoins. Et c'est une solution vraiment clé en main qui va être déployable en un clic et sur les plateformes Power au plus près des données. Voilà, j'ai terminé un petit peu en avance. Si vous avez des questions. Est-ce que ça a répondu à certaines de vos questions? Oui. Les services. Oui. Ah, oui, ça m'évitera de parler un peu trop fort. Merci. Dans les modèles que vous proposez ou les services, comment est-ce que vous les avez entraînés? On les a entraînés de la seule manière dont on peut entraîner des modèles, c'est-à-dire avec du GPU. Et donc avec le leader du marché, ça on n'a pas le choix, parce que cette carte-là, elle est vraiment faite pour faire de l'inférence. À la limite, faire du fine-tuning, c'est possible aussi, mais faire de Spire n'est pas conçu pour faire de l'entraînement, vraiment pas. Oui, voilà, et puis voilà, deuxième question à la question, vous parlez des jeux de données ou vous parlez de la puissance de calcul et du hardware sous-jacent? Non, pas la puissance de calcul. J'avoue que je suis totalement novice. Ouais. J'ai une culture IA qui est fin comme le vernis d'un Stradivarius. Mais ce que j'avais compris sur les IA, c'est qu'elles ne tournent pas toutes seules comme ça. Il faut d'abord les entraîner dans un but précis pour répondre à un besoin. Et cette phase d'entraînement nécessite d'ingurgiter des volumes de données assez conséquents. Et il y a une phase d'adaptation du système au niveau des paramètres, d'après ce que j'ai compris, qui s'adaptent aux données et qui viennent s'affiner au fur et à mesure qu'on a fait ingurgiter des données au modèle. Ce qui fait qu'un modèle, la question que je me pose, en fait, c'est vous proposez par exemple un service X. Alors X, X, ça peut être prêté à confusion, mais j'en ai vu passer un, BI HR. Il faut tenir compte du contexte des entreprises.
parce que les besoins d'une PME ne seront pas les mêmes que ceux d'une grande boîte, a priori d'une grosse boîte internationale, une boîte française, une boîte américaine, bien sûr, et ainsi de suite. Alors, si ma question n'est pas recevable et totalement naïve, elle est extrêmement pertinente et elle est même représentative de ce qui est en train de se passer sur les LLM. C'est-à-dire qu'il y a différentes écoles. Il y a des gens qui cherchent à faire les modèles les plus gros possibles et en essayant de bourrer dans le modèle toute la connaissance humaine disponible. Et puis, il y a ce qui aboutit à des modèles absolument gigantesques. Et puis, il y en a d'autres qui disent, mais en fait, c'est un petit peu vain. Et puis, en termes d'utilisation ensuite pour faire de l'inférence, c'est extrêmement lourd. Et c'est beaucoup plus malin de faire des modèles spécialisés par domaine. Et c'est un peu, Laurent, si tu veux répondre aussi, je pense que tu peux, mais c'est aussi la trajectoire que choisit IBM, de faire des modèles déjà avec un jeu de données qui soit propre, parce que propre au sens nettoyé, pour éviter de créer des biais. Et le modèle Granite, c'est une de ses qualités, c'est d'avoir des données qui sont propres. Et ensuite, le modèle, on peut le spécialiser en faisant du fine-tuning et en lui disant tu sais faire assez bien plein de choses, maintenant tu vas te focaliser sur ce type d'activité parce que je vais te donner ce corpus de données et que tu vas refaire un entraînement. C'est comme nous à l'école, vous faites jusqu'en troisième, vous êtes en classe générale, et puis après vous choisissez un domaine. Là c'est la même chose. Le modèle il redouble ou il se spécialise parce qu'on va lui donner des nouvelles données propres à un domaine particulier. Vous citiez les RH, voilà le code du travail. On va lui donner, tiens, ça c'est le code du travail, tu vas le lire et le relire et le re-relire, et puis tu vas te spécialiser là-dedans. Et on va aussi en profiter pour éventuellement réduire la taille du modèle, pour qu'il soit plus efficace, qu'il puisse tourner un peu n'importe où, comme je l'ai dit précédemment. Laurent, tu veux... Oui, c'est ça. Donc les modèles qui sont là ne sont pas au hasard. Donc Granite, effectivement, c'est le modèle fait par IBM. Donc celui-là, effectivement, IBM est responsable de tout ça, et IBM dédommage ses clients si jamais le modèle vous annonce quelque chose de faux qui vous pose un tort. Donc IBM indemnise totalement ses clients sans capping. Et si vous êtes sur la plateforme Power, IBM ne fait pas souvent des choses sans capping. Ça vous prouve à peu près la certitude que IBM a que les données sont sur la partie là. Pareil sur Mistral. Donc Mistral, celui qui est positionné là, Mistral un peu plus gros arrive, c'est pareil, on a un partenariat avec Mistral, on indemnise nos clients qui utilisent Mistral sur les plateformes IBM parce que de la même façon, on a été capable d'auditer ce qu'il y a dans Mistral. Et eux, Lama, on a effectivement un partenariat de longue date avec Lama, donc on a également effectivement confiance dans ces modèles. Donc les modèles ne sont pas choisis au hasard et après sont représentatifs en termes d'efficacité, donc ça c'était le premier point. Et derrière ça, on a également développé des solutions qui vont vous permettre à coût réduit de rajouter vos propres données dans ces modèles. Donc Granite bien sûr, mais Mistral, mais Lama. Donc on a une solution qui s'appelle InstructLab, on passe les détails, qui vous permettent d'ajouter vos données de votre entreprise dans ces modèles sans pour autant avoir à consommer des GPU et des GPU parce qu'on a été très, très efficace ou très fin, simplement parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir 100 000 GPU en ligne sur cette partie-là. Donc on a également inventé le moyen d'enrichir ces modèles de base qui sont sûrs avec vos données. Donc voilà, donc on a choisi les modèles pour avoir des modèles sûrs. Sur les domaines d'expertise qu'on a, on a utilisé des éléments qui étaient publics et autres d'un domaine. Donc toute cette partie-là est base. Et après, effectivement, pour l'optimiser pour vos besoins, il faudrait effectivement rajouter les données que vous avez. Donc les modèles que vous avez en bas, ce sont les modèles du marché. Donc ils tournent sur tout type de GPU et derrière ça, effectivement, sans rentrer dans les détails techniques, vous allez avoir à un moment donné un compilateur qui va vous permettre effectivement de passer du modèle brut, qui est en gros un gros tas de chiffres, à un modèle que vous allez pouvoir mettre sur Spire. Donc l'idée effectivement est d'optimiser ça et d'avoir une garantie optimale
le modèle va halluciner le moins possible, même si ça c'est limité, et être le plus précis parce qu'on va pouvoir mettre vos données dedans. Merci. Merci. Merci pour la question. Merci. Oui, donc par exemple, un client vous dit qu'il a un projet de lutte contre la fraude et vous demande de recommander un modèle, parce que là, par exemple, vous n'avez pas ce cas d'usage de lutte contre la fraude. Oui. Ça se passe comment? Si le client vous demande, est-ce que vous pouvez lui mettre à disposition une solution? Vous voulez dire s'il veut le tester? Oui, ou... s'il veut tester une solution de lutte contre la fraude. Là, il faut qu'il se rapproche de nous. On a du Spire disponible à Montpellier. Dans le courant de l'année prochaine, on aura du Spire dans le cloud IBM. C'est là? Je sais pas. Vous voulez dire, est-ce que s'il veut tester maintenant ou... Non, quand la solution sera disponible, vous avez dit que les cartes seront disponibles qu'à la fin de l'année. Oui. Mais nous, on a des pré-GA chez nous. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Après, il faut se rapprocher de nous et nous de notre côté, on regardera où ils en sont du développement de ce cas d'usage. Est-ce que il est où? Là. Ouais. Adoption pattern. Ouais. Là. Ouais, il est en développement. Après, comme je l'ai dit, on est à l'écoute. Donc, et c'est vrai que ce cas d'usage-là, il est vu le profil de nos clients banque assurance, il peut remonter, s'il n'est pas déjà placé bien haut, il peut remonter dans la liste. Ouais. Donc celui-là, il a déjà été développé sur mainframe. Ça vous étonnera pas, il y a pas mal de banques qui sont sur les mainframes. Donc ce cas d'usage, il avait déjà été développé en début d'année 2025, puisque Research, qui fait ces éléments-là, avait au hasard utilisé ce cas d'usage. On se demande bien pourquoi pour cette partie-là. Ouais. Donc ce cas d'usage, il est vraiment complètement développé. Enfin, il était en bêta en début d'année, donc il est disponible parmi les tout premiers sur plateforme mainframe. Et de la même façon, il y a beaucoup de banques sur mainframe, mais dans les pays émergents, il y a beaucoup de banques sur Power, parce que simplement elles sont arrivées plus tard, et donc la partie fraude, elle va hériter naturellement de tout ce qu'on a développé sur la plateforme mainframe. Donc effectivement le temps d'adapter, parce que effectivement ça doit être le même hardware et autres, les éléments, les transactions, le mode, la façon d'interconnecter, d'interrompre la transaction pour se dérouter vers la partie inférence est un peu différente, mais la partie fraude arrivera assez rapidement derrière. Attention, une question de champion. Moi j'ai une question bête, mais je vois qu'aujourd'hui les cartes elles sont disponibles sur P11. Imaginons que tu es un client comme ça qui est un gros parc P10 et pas de vision de passer sur du P11. Est-ce qu'il est prévu une interopérabilité vers du P10 dans le futur ou c'est vraiment dédié que au P11? Parce que, d'un premier abord, comme ça reste une carte d'accélération matérielle et techniquement, elle devrait être compatible sur du P10. Est-ce que c'est bloqué sur du P11 ou est-ce qu'on pourrait l'exploiter sur P10? Moi, j'ai rien vu. Moi, j'ai rien vu qui le ramènerait sur des P10. Donc, si on a des cas d'usage, j'ai même pas d'idée sur effectivement les prérequisites techniques qui limiteraient ça du P11, mais effectivement, dans la roadmap, j'ai rien vu qui se positionne par là. Donc, comme d'habitude, si on a vraiment un vrai cas, on regardera ce que ça coûte en termes de support et autres, mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc, derrière ça, si on en fait une vraie machine d'inférence, on est capable effectivement, surtout s'il y a un grand parc,
on peut très bien imaginer d'avoir un bloc inférence en P11 qui soit adressé par les machines P10 à côté. Plutôt que de mettre un tiroir sur chacune des machines P10 pour faire de l'inférence, on peut peut-être imaginer, alors en fonction de la puissance dont j'ai besoin, puisqu'on peut faire 8, 16 et autres, on peut éventuellement faire une machine d'inférence qui soit adressable par tous les P10. Donc on perdra un peu en latence parce qu'on ne sera pas sur le même environnement, mais je vous rappelle que Spire, il est dans une partition à part. Donc vous avez quand même votre environnement IBMI, votre environnement AX ou votre environnement Linux qui va passer par l'hyperviseur, très certainement le réseau physique, ça m'étonnerait, pour accéder à la machine d'inférence. Donc si je passe d'une partition à un réseau local sur ma machine d'inférence qui n'est pas très loin, en termes de gain, la perte ne doit pas être énorme, sauf à revoir ça. Donc voilà, donc sur P10, pas à ma connaissance, ça peut peut-être se discuter, mais j'ai aucune idée des prérequis techniques et financiers pour le supporter. Dans ce cas-là, une des solutions, c'est peut-être déporter l'inférence sur un power entry mid-range high-end, je vois pas bien, pour faire effectivement la machine d'inférence associée au parc. D'autres questions? J'ai le micro dans la main, je suis chaud, je peux monter. Non. Bon. Eh bien, merci de votre présence et c'est le cocktail.